Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, la négociation. Mais on va prendre un chemin un peu différent. Un chemin de traverse. C'est ça. Oublions un instant les argumentaires, les chiffres, pour s'intéresser à ce qui se passe quand, en fait, personne ne parle. Les sources qu'on a pour cette analyse sont assez fascinantes. Oui, très percutantes. Ce sont des notes très courtes, mais qui se concentrent toutes sur un acteur silencieux de la négociation. Notre propre corps. Donc la mission, si on peut dire, c'est de décortiquer comment la posture, les gestes, même le silence, peuvent devenir nos meilleurs alliés ou nos pires ennemis. Exactement. Comment est-ce que ce langage non-verbal peut vraiment changer la donne? C'est un angle passionnant, parce que dans une situation à enjeu comme une négociation, on se focalise à fond sur nos mots, on prépare nos arguments. On anticipe les objections, voilà. Mais pendant ce temps, notre corps, lui, il a sa propre conversation. Et les gens en face, même inconsciemment, ils écoutent cette deuxième conversation. Ils y cherchent la vérité, en quelque sorte. Bah oui, des signaux de confiance, de doute, que les mots peuvent cacher. Le vrai défi, c'est de reprendre le contrôle de ce dialogue silencieux, de ne plus le subir, et d'en faire un allié. J'aime bien cette idée. D'ailleurs, le point de départ de nos notes, c'est une phrase qui m'a vraiment interpellée. Je cite : « Dans une négociation, votre posture parle avant vous. » C'est direct. Très direct. Ça veut dire que la partie est à moitié jouée avant même qu'on ait dit bonjour. C'est aussi radical que ça. C'est peut-être pas une opinion définitive, mais l'impact est là, c'est l'effet primauté. Notre cerveau, il est fait pour évaluer très vite. Menace ou pas menace, confiance ou méfiance. Et pour ça, il se fie aux signaux les plus basiques, Les plus primitifs, les plus rapides à décoder. le corps. Si quelqu'un entre avec les épaules un peu rentrées, le regard bas, le cerveau en face enregistre hésitation, manque d'assurance. Et ce premier filtre, il va tout colorer après. Donc même si la personne sort l'argument du siècle, L'argument devra d'abord passer ce filtre. c'est comme commencer une course avec du retard en fait. C'est exactement ça. Il faudra fournir 2 fois plus d'efforts pour être crédible. Alors qu'à l'inverse, si on entre avec une posture droite, calme, L'a priori est positif. voilà. Le premier message reçu, c'est maîtrise, sérénité. Quand on prend la parole, les arguments ne compensent pas un déficit, ils construisent sur une base déjà solide. On n'a pas encore parlé, mais on a déjà établi un certain statut. Le ton est donné. C'est puissant. Alors, si ce premier signal est si crucial, allons dans le détail. Les notes donnent une vraie anatomie de cette posture. Il y a 3 points. Se tenir droit, être ancré dans le sol et avoir les épaules ouvertes. Ce ne sont pas des détails esthétiques, non. L'auteur insiste bien là-dessus, c'est un signal. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de paraître arrogant ? Où est la frontière entre l'assurance et l'intimidation ? Excellente question. La clé, elle est dans la psychologie de ces postures. Prenons se tenir droit, les épaules ouvertes. Biologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? On s'expose. On expose son torse, là où il y a les organes vitaux. C'est un acte de, Vulnérabilité. et c'est là tout le paradoxe. Ah oui, c'est contre-intuitif. Le signal envoyé n'est pas « je suis plus fort que toi », mais plutôt « je suis tellement serein que je n'ai pas besoin d'armure, je ne te vois pas comme une menace ». C'est une invitation au dialogue, en fait. Un dialogue d'égal à égal. L'arrogance, ce serait le torse bombé, le menton relevé, ça c'est de la domination. La confiance, c'est l'ouverture. C'est une sorte de vulnérabilité offensive. Vulnérabilité offensive, la formule est marquante. C'est fou, on s'imagine qu'en égo, il faut se blinder, se protéger. Et là, on nous dit que le vrai pouvoir, c'est de montrer qu'on n'a pas besoin de bouclier. Parce que la vraie confiance n'en a pas besoin. Et ça nous amène à l'autre point que je trouve fascinant. Être ancré dans le sol. Ce n'est pas juste une image, non, c'est physique. Sentir le poids de son corps, ses pieds au sol. Ça communique la stabilité, le signal est clair. Je suis là, je suis solide, vous pouvez essayer de me déstabiliser, je ne bougerai pas. C'est la manifestation physique du calme. On ne peut pas bousculer quelqu'un qui est bien ancré, ni au sens propre, ni au figuré. Ce qui est fou, c'est que ça renverse la logique. On pense qu'il faut se sentir confiant pour avoir une bonne posture. Mais les notes suggèrent l'inverse. Adoptez la posture et le sentiment suivra. C'est si direct, c'est une boucle. Le corps influence l'esprit autant que l'inverse. En se forçant à se tenir droit, à ouvrir les épaules, on envoie des signaux à son propre cerveau. Des signaux qui disent « tout va bien ». Exactement. Ça diminue les hormones de stress, comme le cortisol. Donc ce n'est pas juste une performance pour l'autre,
c'est aussi un outil pour se réguler soi-même, C'est un outil pour se calmer, en fait. pour se centrer avant et pendant l'échange. C'est fascinant, mais en lisant la suite, je suis tombé sur un détail qui, je trouve, trahit toujours. Les mains. C'est comme si elles avaient leur propre langage. Ah, les mains sont de terribles et bavardes. Elles disent souvent la vérité. Le texte oppose très clairement les gestes mesurés et ouverts aux mouvements brusques. Alors, geste ouvert, ça veut souvent dire montrer ses paumes. C'est un geste ancestral, tu vois. Qui veut dire « je n'ai rien à cacher ». Je viens en paix, je n'ai pas d'armes. C'est un signal de transparence hyper puissant. Et des gestes mesurés, calmes, qui accompagnent le propos, ça renforce l'idée de maîtrise. Et à l'opposé, les mouvements brusques. Je pense tout de suite au stylo qu'on tapote sur la table, le signe classique de l'impatience. Mais j'imagine que c'est plus profond que ça. Oui, le cerveau l'interprète comme une forme de panique, presque. Ah, carrément. Bah oui. Ces mouvements parasites, se frotter les mains, se gratter, taper des doigts, c'est de l'énergie nerveuse qui s'échappe. C'est notre système de fuite ou combat qui s'active. Et comme on ne peut ni fuir ni combattre, l'énergie sort par les mains. Voilà. Et l'interlocuteur, même sans y penser, il décode ça pour ce que c'est. Un manque de contrôle. Et la conclusion inconsciente est immédiate. S'il ne maîtrise pas ses mains, comment peut-il maîtriser la situation? C'est un véritable deuxième discours qui peut contredire totalement le premier. On peut dire « j'ai confiance en notre proposition » Et avoir des mains qui crient « j'ai peur et je veux partir ». et le cerveau humain est programmé pour croire le corps avant les mots. Toujours. Je me souviens d'un avocat brillantissime que j'ai observé. Ses plaidoiries parfaites, mais dès que l'autre parlait, il croisait les bras, très fort, contre sa poitrine. Fermé. Complètement. Son corps hurlait « je suis une forteresse ». Il gagnait peut-être le débat dans sa tête, mais il perdait toute chance de trouver un accord. Son corps sabotait son objectif. Ce qui nous amène à une phrase des notes qui fait la synthèse de tout ça. La voici. Et dans une négociation, ce silence peut être votre meilleur allié. On a tellement peur du silence pourtant. On le voit comme un vide, un échec. Comment est-ce qu'il peut devenir un allié? Il devient un allié quand il est soutenu par tout ce dont on vient de parler. Un silence, quand on est avachi, qu'on triture ses doigts, c'est un silence angoissant. C'est le silence de la défaite. D'accord. Mais le même silence, quand on est droit, ancré, les mains calmement posées, il change de nature. Il n'est plus vide, il est plein. Il est habité par la confiance. C'est un espace de pouvoir. C'est le silence de quelqu'un qui n'a pas peur d'attendre, qui laisse sa proposition infuser, qui donne à l'autre l'espace pour réfléchir. Et parfois, pour faire une erreur, pour combler ce silence puissant avec une concession. Le corps continue de parler, pendant que la bouche se tait. C'est là que la conclusion des notes prend tout son sens. Alors rappelez-vous, travaillez vos mots, mais travaillez aussi votre posture et votre gestuelle. Elles négocient aussi pour vous. L'idée qu'elles sont des négociatrices à part entière. C'est la notion clé de congruence, d'alignement. Le pouvoir ne vient pas seulement des mots, ni seulement du corps, mais de leur parfaite synchronisation. Quand l'un soutient l'autre. Exactement. Des mots forts portés par un corps fort, l'impact est décuplé. Mais des mots forts avec un corps faible, un regard fuyant, le message est brouillé. On entend les mots, mais on ressent le doute. Et on fait confiance au ressenti. Toujours. C'est pour ça que le langage corporel n'est pas un accessoire. C'est un co-négociateur. Et à chaque instant, soit il vous aide, soit il vous dessert. C'est limpide. Si on devait distiller l'essentiel, la première idée, c'est que le corps parle en premier. Il pose le décor. Il distribue les rôles en quelque sorte. Qui est en position de force, qui est en demande. Deuxièmement, la posture de confiance. Droit, ouvert, ancré. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est une démonstration de sérénité. J'ai retenu la vulnérabilité offensive. La force tranquille, qui n'a pas besoin de s'imposer. Troisième point, les mains. Le baromètre de notre état interne. L'ouverture communique le contrôle, l'agitation trahit le stress. Ce sont des espions qui révèlent tout. Et enfin, le plus contre-intuitif peut-être, le langage corporel et le discours. Ils négocient pour nous, en permanence, et surtout pendant les silences. Absolument. Et tout ça, ça ouvre une dernière porte, une réflexion pour aller plus loin. Jusqu'ici, on s'est concentré sur comment projeter nos propres signaux. Sur comment devenir un bon émetteur. Exactement. Mais ça soulève une question finale, un peu vertigineuse. Nous avons exploré comment maîtriser notre propre langage corporel. Que se passe-t-il si l'on retourne complètement le miroir?
C'est-à-dire, si au lieu de se concentrer sur soi, on se met à lire activement, consciemment, tous ces mêmes signaux chez la personne en face. Sa posture qui se ferme d'un coup, ses mains qui s'agitent quand on aborde un point précis, ces micro-expressions de doute. Comment est-ce que le fait de devenir un décodeur expert du non-verbal de l'autre transforme radicalement notre stratégie et l'équilibre du pouvoir dans la négociation?